Bonsoir à tous, les vraies voix du rugby, c'est reparti pour la saison 2024-2025. La rentrée du top 14, c'est dans 5 jours. On va faire un tour d'horizon après la conférence de presse de la Ligue nationale de rugby. C'était ce matin à Paris. Quel lendemain pour le 7 en France, après l'or olympique et puis le rugby fauteuil. On en parlera parce que la France a terminé 5e, voilà, et on en parlera avec Jonathan Hiverna qui sera avec nous, le capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil et du Stade Toulousain. Merci d'être avec nous. Vous êtes bien sûr les bienvenus au standard 0826 300 300 sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Les vraies voix du rugby, voilà, qui sont au cœur de l'actualité avec Yohan Uger et Philippe Spanghero. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Salut François, bonsoir à tous. Alors c'est la rentrée bien sûr, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vos enfants qui, autant Philippe que Yohan, sont en bas âge, donc c'est toujours des moments assez importants. Mais on va parler de votre rentrée, messieurs. Et j'ai pas dit bonsoir à Quentin quand même. Quentin, bonsoir. Ben oui, Quentin. Voilà. Allez, tiens, avant de faire les petites infos de Quentin, une petite résolution de rentrée pour toi, Yohan Uger. Continuer sur la même lancée que l'année dernière, hein. C'était parfait. Hein. Tu veux dire à tous les niveaux, quoi. Même pour ta forme physique. Hein. Tu avais fait un marathon aussi, on s'en souvient. Tu avais fait un marathon brillant. J'ai participé. Voilà. T'as fait celui des Jeux également, Yohan, on est d'accord, hein? Exactement, tout à fait. J'ai fini. C'était le principal, tellement qu'il était vraiment très très dur. Et voilà, j'ai choisi le premier, le plus dur, et donc c'était le but. D'accord. T'as fait combien en temps, on peut le dire, ou 4h50, 40, 50 à peu près. Est-ce que t'es allé directement en soirée derrière ou t'es... Je suis rentré à la maison et je me suis allongé pendant 2 jours. D'accord. J'ai jamais senti une douleur comme ça, mais il fallait le faire. C'était en France, c'était pendant les Jeux Olympiques, j'avais envie d'y participer. Et je voulais savoir de quoi j'étais capable et je voulais juste le finir. Mais c'était une belle partie. Félicitations en tout cas. C'est vrai qu'il était dur en plus avec cette côte des gardes là qui... Surtout la descente, François. La descente était terrible. D'accord. Ben oui, surtout quand on a les genoux un petit peu qui couinent. Philippe Spanghero. Salut Philippe. Tiens, toi, qu'est-ce que tu dis pour la rentrée? C'est quoi ta résolution? Résolution simplement qu'on vive la même saison que la précédente parce qu'on a pris beaucoup de plaisir, et puis au-delà de la résolution, moi j'ai un vœu, c'est d'avoir l'avis de Yohan Uger, mais après je sais que je place la barre très très haut, donc voilà, je vais essayer de m'atteler à construire ça étape par étape pour y arriver, mais j'aime le modèle à côté. Oui, tout à fait. Yohan Uger. Donc on attaque. Voilà. Première partie, on attaque. Mais okay. Voilà, c'est parti. On est prêt. C'est le lundi soir, les vraies voix du rugby. Toute la semaine, il y aura les vraies voix également à 20h, celle du foot. On y reviendra. Et bien sûr, le rugby sur la semaine. Ensuite, le vendredi, il y aura la Pro D2, le top 14 avec toute l'équipe. Et le lundi, on revient sur toute l'actualité. Quentin, voilà, le lundi, Qu'est-ce qu'on fait? On s'informe, parce que parfois on n'a pas toujours eu le temps de lire le Midi Olympique. Alors qu'est-ce qu'on fait? On écoute Quentin, les 3 infos du jour. La première, elle concerne Hugo Ouradou et Oscar Jégou qui sont inculpés depuis le 12 juillet pour viol en réunion avec violence, qui vont devoir rester plus longtemps en Argentine. C'est ce qui nous était annoncé depuis ce matin. D'après notamment les informations de l'équipe, la plaignante aurait déposé une demande de récusation des procureurs en charge de l'affaire. Mais d'après le Parisien, ce soir, les 2 joueurs pourraient obtenir l'autorisation de quitter le territoire demain à l'issue d'une audience qui se déroulera à 11h30 en Argentine. Dans le reste de l'actualité, Mathys Castro Ferreira sera absent 1 mois. Le joueur du Stade Toulousain souffre d'une fracture du sinus. Il s'est blessé en préparation. Il y a une autre blessure qui a eu lieu en préparation. Cette fois, c'est pour les Clermontois. Lors du match de préparation face à Toulon vendredi, le 3e ligne, Lucas Desaigne s'est fracturé. Il a eu une rupture du ligament croisé du genou gauche. Il ratera donc une bonne partie de la saison de top 14. Et puis enfin, une dernière nouvelle, Adidas qui vient de dévoiler le prochain maillot du 15 de France. Les Bleus porteront un maillot bleu foncé avec un col et les 3 bandes bleu, blanc, rouge sur les manches pour la tournée de novembre notamment. Et puis après le début de la Pro D2 vendredi, ce sera la rentrée du top 14, et ce dès ce week-end, François. Voilà, il te plaît Quentin le maillot ou pas? Moi j'aime bien, quand il y a un col ça me plaît. D'accord, c'est vrai. Le retour du col, Yohan, on peut en parler, c'est un sujet important quand même. Apparemment, c'est un sujet très important pour Quentin, mais je le trouve très très beau. Et il rappelle un peu les couleurs de l'époque. Donc il y a ce petit rappel qui est important de l'histoire.
Voilà, c'est vrai que le col, Philippe, hein, ça a baigné. Il a porté le col et haut en plus. Ouais, non, mais c'est vrai que ça fait partie de l'histoire du rugby. C'est beau maillot qui avait le col, qui pesait lourd aussi. Le clin d'œil du col est très sympa, je trouve. On est resté dans la sobriété et j'aime bien. Voilà, donc bravo à Adidas pour cette officialisation. On a hâte de voir nos bleus performer avec maintenant. Un petit mot quand même sur la rentrée du jour. C'était donc ce matin à Paris, là, au sommet de la Tour Montparnasse, 56e étage, conférence de presse de la Ligue nationale de rugby au sujet de la reprise du top 14. C'était la causerie de rentrée, bien sûr, où nous étions avec Antoine Mazère. Toute l'équipe Sud Radio était bien sûr présente. Alors, on a parlé de la reprise sportive et puis on a parlé quand même de ces affaires, les affaires de l'été qui ont entaché l'image du rugby. Quentin parlait du sort de Oradou et Jégou, dont on attend éventuellement le retour. Juste un petit mot, voilà, c'est pas la partie la plus sympa du métier de consultant, Johan, mais c'est vrai que on a envie aussi de sortir de ces images et plutôt de parler du Seven. On parlera du Seven à 20h30, mais plutôt de rester sur une bonne note et une bonne note telle qu'était la médaille d'or du 7. Hein. Effectivement, c'est des histoires qu'on n'a pas envie d'entendre dans n'importe quelle histoire, que ce soit dans le sport, dans la vraie vie. Maintenant, j'espère qu'il y aura une issue favorable pour ces deux jeunes joueurs. Et malheureusement, voilà, il faut que le rugby prenne aussi conscience qu'on est dans un sport populaire et qu'on doit, vas-y. On doit faire attention. On doit faire attention dans nos sorties. On doit faire attention avec qui on rentre, et je pense que le staff aujourd'hui a pris conscience et que de nouvelles règles vont devoir être appliquées pour préserver notre sport qui reste beau et avec des belles valeurs. Oui, Philippe. Non, ça c'est en effet la partie la moins sympa du métier de consultant, mais ça fait partie du job, donc il faut en parler librement. C'est vrai que je crois que ces affaires, même si elles n'ont rien à voir entre elles, leur temporalité, le fait qu'elles soient si rapprochées, elles ont amené cette réflexion profonde, cette prise de conscience, j'ai l'impression, que tous les acteurs n'avaient pas eu en même temps. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que le rugby soit épargné de ce que traverse la société. Et il faut être très vigilant, parce que je le dis souvent, mais on est plus que les autres un sport qui fait son commerce sur les valeurs. Et donc, on doit être encore plus exigeant que les autres sports. Et c'est vrai que j'ai pas la baguette magique, mais il y a une vraie question à se poser sur la façon de faire perdurer cet esprit qui est très propre au rugby de la troisième mi-temps, parce que je crois qu'elle est importante dans la construction des histoires collectives, avec les exigences du très haut niveau. Et aujourd'hui, malheureusement, je crois qu'il faut pas se cacher qu'on est le sport majeur, le sport dans lequel il y a autant d'enjeux financiers, qui a encore autant cette culture de la troisième mi-temps. Et ça peut paraître parfois antinomique de voir les sommes dépensées, les staffs qui sont à disposition des équipes sur la prépa physique, la nutrition, etc. Et à côté de voir des écarts parfois très importants en troisième mi-temps. Philippe, je te coupe, mais je suis pas sûr que sur la troisième mi-temps qu'il y ait un lien de cause à effet avec ces histoires-là. Le problème et le fond du problème, c'est que ces jeunes-là sont partis sans forcément de cadre sur le terrain, je parle, en Argentine. Et je pense qu'avec un ou deux cadres en plus, peut-être qu'ils se rentraient peut-être un peu plus tôt. Voilà, je sais pas exactement, mais je suis pas sûr que le lien de la troisième mi-temps aujourd'hui soit vraiment le problème dans le rugby. Donc on veut se réfugier derrière ces troisième mi-temps, mais je suis désolé, quand on porte le maillot de l'équipe de France, il faut mettre un peu plus peut-être de règles collectives et que tout le monde doit respecter. Non, mais ça, je suis d'accord. Après, on peut avoir le débat entre nous pendant longtemps, mais je partage en partie. Mais si tu veux, c'est vrai que ces jeunes, même s'ils sont très jeunes, pour moi, dans la culture des centres de formation, il faut aller plus loin dans l'appréhension de ce genre d'événements. Il faut mieux accompagner les jeunes. Et puis, quand tu as été en équipe de France moins de 20 ans, déjà 2 ans d'affilée, t'as les codes de ce qui se passe en tournée normalement, parce que ils sont jeunes, mais ils ont une forme de maturité de ce genre d'événement. Et donc, il y a forcément un cadre à renforcer. Ça, c'est clair. Les instances l'ont dit à l'issue des États généraux le week-end dernier. Et il faut aller plus loin dans le cadre. Mais au-delà de ça, il faut aussi dire à ces joueurs qu'à partir du moment où ils intègrent ce genre d'institution,
il y a aussi de l'autogestion à faire. Alors, on a vu que c'était le dada de Fabien Galtier, force est de constater que ça ne marche pas, donc il faut renforcer le cadre. Mais malgré tout, il faut aller plus loin en amont, je crois, sur l'anticipation de tout ça, quoi. Et je pense malgré tout que ça passe par une réflexion sur la façon d'appréhender les sorties. Voilà, parce que les gros sports majeurs, ce fait-là, par exemple, ne pourrait pas arriver dans le foot où les joueurs en tournée comme ça sont quasiment privés de sorties en boîte pendant la durée d'une compétition. Alors, ils organisent des trucs à part peut-être, mais en tous les cas, c'est vrai que il y a un travail à faire forcément. L'été nous a montré qu'il y a des failles. Voilà. Ouais. Et justement, ce matin, on avait bien sûr accès à certains joueurs, parce qu'il y avait un représentant de chaque club qui était là à la conférence de la LNR et la causerie de rentrée top 14. On a interrogé Nance Ducoin, le joueur de l'UBB, sur la gestion des troisième mi-temps et des débordements et le rôle un peu des joueurs cadres, ce dont parlait Yoann Huget. Et on dirait pas comme ça, mais c'est vrai que moi je suis pas le dernier pour faire quelques facéties, mais c'est vrai qu'on se doit maintenant, et puis mon âge avançant aussi, de cadrer un peu les jeunes, de leur dire sous forme de rigolade, mais aussi que c'est important de pas faire n'importe quoi, notamment quand on est en soirée ou même dans la vie normale, puisqu'on représente quand même le club, et même qu'on n'a pas la tunique, je pense qu'on est rattaché à ça, donc c'est important de leur dire. Ouais. Philippe nous a appelé au 0826 300 300. Ce n'est pas Félix Panguero, c'est Philippe, un auditeur fidèle de Sud Radio qui est avec nous pour la rentrée des vraies voix du rugby. Bonsoir Philippe. Salut les gars, comment allez-vous ? Ouais, ça va bien, merci. Est-ce que l'été s'est bien passé pour toi ? Écoute, l'été sur le site de la Dorade, de la Mauresque et de beaucoup de choses dont on ne peut pas parler à la radio. Donc, voilà. Bon, c'est sympa. Est-ce que ces affaires, et notamment voilà les deux affaires de l'Argentine, parce que le drame du jeune Nargissi, c'est encore autre chose, mais toi, quelle est ta réaction, Philippe, à ce sujet ? Bon les gars, je pense que, comment dire, faut pas être faux cul. On a tous joué au rugby, on a tous fait les troisième mi-temps, on a tous fait des conneries en troisième mi-temps, des bagarres, des trucs comme ça. On a tous fait des écarts, on est tous rentrés avec 2 grammes dans chaque poche, sans savoir trop ce qu'on avait fait dans la soirée. Aujourd'hui, la problématique, c'est que, comme tu dis, c'est un sport qui est ultra médiatisé, il y a des enjeux financiers, et c'est un sport professionnel. Alors, ce qui se passait dans les années 80, 90, 2000, c'était étouffé, on n'en parlait pas, ça s'arrangeait toujours. Je pense à des grands anciens qui ont fait vraiment des soirées de merde, et que j'ai pu croiser moi, et les mecs qui ne savaient plus où ils habitaient. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le danger, et je pense que c'est à ça qu'il faut sensibiliser ces jeunes, c'est qu'aujourd'hui tout le monde a un téléphone sur lui, il peut te filmer, foutre ça sur Insta, foutre ça sur ce que tu veux, et puis derrière, tu te retrouves dans le caca. Donc en fait, les gamins, il faudrait leur dire, les gars, vous gagnez très bien vos vies, pendant quelques années, vous allez vraiment vous régaler dans votre sport, et faites gaffe, parce que quand vous sortez, vous êtes tout le temps, comment dire, vous pouvez avoir un problème, faire une couille, on a tous fait. Et aujourd'hui, il y a des choses qui passent plus. Voilà. Donc il faut juste leur apprendre ça, c'est les pros. Que tu fasses la fiesta quand tu es en 4e série, ça regarde que toi, tes potes, ta femme à l'arrière, et voilà. Et quand tu joues en top 14, en Pro D2, quand tu représentes la France, c'est malheureux, mais tu bois 2 bières et tu rentres te coucher, quoi. Tu peux plus te mettre à l'envers comme nous on le faisait. Ou comme des mecs, je cite des noms, mais des Cécilions, des mecs comme ça faisaient. Ça arrive plus, des choses comme ça. C'est des joueurs que moi j'ai pu côtoyer en soirée. Et les gars, ils étaient touchés. Hein. On était tous touchés. Mais personne n'avait un téléphone pour filmer ou pour témoigner, quoi. Tu vois, ça c'est terminé, on ne peut plus le faire. Tu ne peux plus le faire. Bon, on va rebasculer sur le sportif, bien sûr, mais il fallait parler de ces affaires de l'été. Début de saison de la Pro D2, c'était le week-end dernier, mais là, le top 14 qui reprend ce week-end. Un favori pour toi, Philippe ? Toulon, comme d'hab, les gars. Toulon fera-t-il mieux que le barrage de l'an dernier ? On ne change pas une équipe qui perd. Non, moi, c'est mon club de cœur, c'est Toulon, vous le savez. Je ne peux pas vous dire le reste. Non, j'espère que cette année, Pierre Mignoni va faire une belle équipe, qu'on va avoir un beau championnat comme l'année dernière. Honnêtement, on s'est régalé. L'année dernière, franchement, c'était un régal. Tout le championnat était bon, les phases finales, même en bas, ça jouait. Enfin, moi, je me suis vraiment bardé, j'ai adoré. Après, je regarde la Pro D2 aussi, tu vois, mais le top 14, c'est vraiment, franchement, c'est du spectacle, quoi. Les mecs qui connaissent pas le rugby, même moi, j'ai des copains qui connaissent pas trop le rugby, je les ai amenés voir des matchs, on a regardé des matchs, ils m'ont dit, ouais, quand même, ça joue, quoi. C'est sympa à voir.
C'est sympa à voir et ça commence dès samedi avec notamment un Bayonne-Perpignan. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Bonne pêche. Hein, et, bonne soirée, monsieur. Si je prends une dorade, je vous l'envoie par la poste. Au moins en photo. Hein. Allez, merci en tout cas Philippe d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio, bien sûr. On continue dans les vraies voix du rugby. On va parler de Toulouse dans un instant. Anthony Jolland sera notre invité. Toulouse sera-t-il aussi dominateur cette saison que la saison dernière? On en parle dans un instant. Yoann Huget, Philippe Spanghero et vous, bien sûr, au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons. 21h, François Trio. Avec vous, les passionnés de rugby, tous les lundis soirs, 20h, 21h, pour débriefer de l'actualité et pour aussi se mettre en appétit avant cette saison 2024-2025 qui reprend. Ce sera samedi J-5. On est avec Quentin Cabanis, avec Philippe Spanghero, Yoann Huget, bien sûr. Et puis vous, au 0826 300 300, Aude est là pour vous accueillir au standard. Ce matin, il y avait cette conférence de presse de la LNR, la causerie de rentrée. C'était à Paris, au sommet de la tour Montparnasse, 56e étage. Et j'ai rencontré aux côtés d'Antoine Mazère, Anthony Jolland. Interview avec lui, voilà, sur son retour qui est imminent. Voilà, c'était ce matin donc à Paris. Avec Anthony Jolland sur Sud Radio, on est content de te voir, Anthony, de te revoir. J'imagine que cette rentrée, toi, elle t'excite un petit peu plus encore cette année? Ouais, c'est vrai que là, ça fait 7 mois que j'ai pas foulé une pelouse de top 14 avec des publics dans tous les stades qui sont énormes. Donc, on va essayer de bientôt reprendre. Là, normalement, ça devrait être incessamment sous peu, d'ici 2-3 semaines. Mais ça sera pour moi, ça sera à mon tour de refouler la pelouse et me régaler sur le terrain. Alors, assez excité et content de revoir les têtes un peu du top 14 là, à cette réunion de rentrée. Et je suis prêt à reprendre. Bon, est-ce qu'il y a eu des moments quand même difficiles, parce que j'imagine que tu es tout seul quand même à soulever les machines, est-ce que c'est dur quand même, c'est des moments un peu, tu es seul face à toi-même? Mais en fait, comme je t'ai dit, moi je suis comme je dis souvent, je suis assez positif quand même avec ça, et j'ai pas eu de moments durs, même que ce soit après la blessure. Je me suis dit bon, ben voilà, tu t'es blessé, c'est fait. Et maintenant tu sais comment il faut faire, tu l'as fait le premier coup, alors pourquoi pas maintenant? Donc tu te remets au boulot et feu. Et après j'ai la chance d'être bien encadré par tous les kinés, médecins, chirurgiens qui sont occupés de moi. Et après il y a mes potes qui sont super avec moi aussi. J'ai beaucoup de potes cool, et après la famille qui m'entoure bien, donc j'ai tout pour être heureux. Alors je me dis, c'est pas un petit croisé là qui va te faire mal. On voit qu'il y a des choses vraiment plus graves qu'une blessure dans un sport. Donc et puis je sais que j'allais revenir, parce que je me suis revenu au premier, et les croisés maintenant c'est une blessure basique quoi. T'as vécu comment toi la saison de tes copains qui ont réalisé une saison extraordinaire? Ouais, c'était incroyable. J'aurais aimé y être sur le terrain, c'est sûr. Ça fait deux phases finales tout ça que je loupe, il y a 3 titres. Maintenant j'aimerais en vivre sur le terrain, mais c'est vrai que la saison dernière, en fin de saison, c'était incroyable. Après là je peux te dire que c'est sûr que là c'est un peu dur quand t'es sur le bord quand même, quand tu vois préparer ces gros matchs, parce que bon, t'es rugbyman, tu veux jouer ces matchs là, t'es compétiteur. Et même si t'es blessé, tu te dis putain, ça fait chier quoi de pas y être. Mais à la fin, après, t'es content et tu profites à le groupe. Et c'est, comme on dit souvent au Stade Toulousain, c'est tout le groupe qui est champion. Ça va jusqu'aux dirigeants, aux gens dans les bureaux, à celui qui nettoie les sièges au stade, à celui qui nettoie les affaires, qui sont champions. Il y a tout le monde qui est champion, et c'est ce qui fait la force de ce club. Le Stade Toulousain, on l'a vécu sur Sud Radio, a tout explosé, et on va dire les records, notamment l'an dernier. Comment t'expliques cela, et est-ce que ça va être encore plus hégémonique? Vous allez encore plus régner sur le rugby français? Est-ce que c'est le début de quelque chose la saison dernière, ou c'est la continuité, mais est-ce que c'est un nouveau départ, un peu comme Béziers dans les années 70 qui avait enchaîné une dizaine de titres? Ouais. Titre champion, non, je sais pas, 11 titres, ça sera dur quand même, parce qu'on voit maintenant quand même je dis pas que c'était pas relevé avant, mais on voit que le niveau est très très similaire quand même. On peut perdre contre le dernier et vice versa, et c'est sûr que cette saison on sera attendu partout, on le sait, mais je crois qu'au Stade Toulousain on aime ça, on aime ce challenge. On voit qu'en 5 ans on a gagné 6 titres, donc ça veut dire qu'à chaque fois on a su se relever et gagner, et l'année d'après être compétitif et vouloir encore gagner. Et on voit qu'au Stade Toulousain
il y a beaucoup de générations qui ont marqué de leur empreinte le Stade Toulousain. Et celle-là, on aimerait que ça soit une des générations qui marque fort le Stade Toulousain, et on va essayer de continuer à gagner et faire mieux que nos prédécesseurs. La médaille d'or du 7 d'Antoine, ton pote, tu l'as vécu comment ? Mais c'est vrai que ça c'était assez incroyable. J'ai encore plus stressé que quand moi je jouais les finales de championnat ou que ça soit avec l'équipe de France, des matchs avec l'équipe de France. J'étais devant ma télé pour la finale, avec des potes, et j'étais comme si j'allais, même pire que si j'allais jouer le match. Et on voit que il est rentré, il a réglé tout le monde quoi, mais non, après c'est tout un groupe là aussi, c'est au rugby à 7, c'est tout un groupe, mais on voit qu'il s'est bien adapté à ce jeu, et j'étais tellement content pour lui que c'était incroyable. Il a tout gagné cette année, il lui manquait que malheureusement la Coupe du Monde, mais sinon il aurait eu l'année parfaite. Il était même un peu facile quand il est rentré deuxième mi-temps face aux Fidjiens, c'était il fallait sortir le lion de sa cage. Bon, du coup, tu le motives pour gagner encore un Brennust avec toi sur le terrain, là, vous en parlez ? Ah oui, mais lui, il sera motivé, c'est sûr. Hein. Là, il se repose un peu encore, il faut le laisser se reposer et qu'il soit bien dans sa tête. Et mais ça, il n'y a pas de raison. Et quand il va reprendre, je sais pas s'il reprendra en octobre, en novembre, en janvier, février, on ne sait pas quand c'est qu'il va reprendre. Mais on se tiendra prêt, et je suis sûr qu'il sera encore au niveau qu'il a laissé le rugby quand il va reprendre. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison ? Alors, pas de blessure déjà, on va essayer de pas de blessure et faire aussi bien avec le Stade Toulousain que l'an dernier. Ouais, on lui souhaite effectivement Anthony Gelon, toujours extrêmement sympathique et authentique, bien sûr, en Gersois qu'il est. On est sur Sud Radio toujours avec Yoann Huget et Philippe Spanghero. Toulouse va-t-il être aussi dominateur, on va dire, tellement au-dessus, Yoann, la saison dernière, à l'image de la finale. Est-ce que c'est possible de rééditer une telle saison ? Possible, ils en ont forcément les moyens. Après, ils ont réussi à faire ce doublé grâce aux jeunes qui ont pris le relais pendant les phases internationales et fait ces fameux doublons où ils ont continué à maintenir le club en haut de l'affiche et en haut du classement. J'ai l'impression qu'ils vont partir avec une équipe un peu plus rajeunie, des joueurs qui ont un peu moins joué, des joueurs qui reviennent de blessures pour laisser reposer vraiment les cadres, parce qu'ils ont eu vraiment, entre la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe et le Top 14, une saison à rallonge, et pour pas les fatiguer mentalement, je pense qu'ils vont démarrer peut-être un peu plus tard. J'ai l'impression quand on voit les compositions sur les matchs amicaux. Maintenant, c'est le Stade Toulousain. Ils doivent être présents dès la semaine prochaine à Vannes, et ils vont tout faire pour conserver, en tout cas, les 2 titres. Philippe, ça t'a, déjà réponse à la question et ensuite réaction sur l'interview et le retour futur là qui se rapproche quand même d'Anthony Gelon. C'est un retour très important. Un retour très important par rapport à la densité physique qui va pouvoir suppléer encore à ce Stade Toulousain, parce qu'on s'était posé la question notamment à la finale contre l'UBB. On a vu qu'il n'y avait pas besoin de lui, mais quoi qu'il arrive, c'est un plus important pour cette équipe. Non, c'est vrai que comme le disait Yoann, quand on regarde la stat de l'année dernière, 57 joueurs utilisés, puis c'est un joueur dont on avait quasiment pour certains jamais entendu parler se mettre au niveau tout de suite. On se dit que la profondeur de banc du stade, elle est exceptionnelle. Donc, on sait que cette profondeur de banc, c'est ce qui fait la différence pour figurer sur les deux compétitions. Donc, forcément, ils en ont les moyens. Ils ont les joueurs pour le faire. Ils l'ont déjà fait. Après, je suis heureux quand le Stade Toulousain gagne, mais j'aimerais, en championnat, que pour l'attrait de notre championnat, il y ait quand même une rivalité importante, ce sera important. C'est vrai qu'on parlera tout à l'heure un peu de la revue d'effectifs des équipes. On a vu le Stade Toulousain tellement dominé dans cette saison qu'on disait délicate pour eux. Et on a vu tellement peu d'équipes finalement capables de les inquiéter en phase finale, à part cette équipe de La Rochelle, une mi-temps en demi-finale. La Rochelle, c'est pour moi le vrai point d'interrogation de cette saison qui arrive. À part ça, je vois pas encore d'équipe en capacité d'inquiéter le Stade Toulousain au niveau auquel on l'a laissé en fin de saison dernière. Ouais, et on verra. Et avec les blessés, ils arrivent quand même en finale sans Méafou, sans Cyril Baille, sans Anthony Gelon. Ils arrivent quand même décimés en finale, c'est ce qui est incroyable.
On va suivre ça en tout cas et on le suivra dès samedi sur Sud Radio, la saison qui va débuter donc avec un Vannes Toulouse qui promet. Vannes dont on va parler dans un instant. Sacha Vallot va être notre invité. On va parler également du 7. Comment l'or olympique peut-il être converti pour le rugby français? Comment transformer cet or? Et puis on parlera également de rugby fauteuil. Restez avec nous, les vraies voix du rugby bien sûr. On revient dans un instant. Vous pouvez nous appeler au standard 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons. 21h, François Trio. Avec vous, bien sûr, avec Yohan Huget, Philippe Spanghero, Quentin Cabanis, toute la team Sud Radio qui est là pour redémarrer cette saison 2024-2025. On a parlé de Toulouse dans ce championnat qui va reprendre dans 5 jours et que l'on va vivre en direct, en intégralité sur Sud Radio. Et bien sûr, on aura les yeux seront tournés vers Vannes, le petit poussé du Morbihan, voilà, et du top 14 qui vient jouer dans la cour des grands, qui l'a mérité, hein, champion de France de Pro D2 l'an dernier. On a vu vraiment une ferveur incroyable avec l'impression de voir un peu un nouveau La Rochelle qui est en train d'arriver, voilà, et on l'aura avec un stade qui sera guichet fermé samedi avec les Toulousains qui se déplaceront donc à la Rabine. Yohan Huget et Philippe Spanghero sont là. Vannes va-t-il faire l'ascenseur? Première question. Philippe. Alors, qui s'y colle? Vannes va-t-il faire l'ascenseur? Alors, c'est vrai que j'aimerais que cette équipe s'installe. Cette saison, la première est toujours la plus difficile parce qu'on le dit souvent, mais ce format de championnat de Pro D2 fait qu'on sait tard qu'on va monter, que c'est difficile pour le recrutement et que c'est en plus, a priori, les équipes qui ont le moins de moyens. Donc, c'est toujours un peu difficile. Après, on voit quand même que plus les années passent, plus l'écart de niveau se réduit entre le bas de top 14 et le haut de Pro D2. On le voit toujours lors de ces matchs de barrage. Donc, c'est forcément une année délicate. Après, il y a des clubs qui, sur le papier, sont des gros clubs qui, pour moi, vont avoir une saison de transition délicate à gérer. Et on sait que ça peut vite déraper si le début est pas au rendez-vous. Je parle de clubs, de gros clubs qui peuvent avoir des difficultés cette saison, même pour jouer la phase de maintien. Peut-être le Racing, le Loup. Il y a pas mal d'incertitudes sur ces clubs-là. Mais Vannes, sur le papier, paraît être l'équipe la moins armée, c'est sûr. Sacha Vallot est avec nous, 3/4 centre du RC Vannes et ancien settiste de l'équipe de France. Merci Sacha d'être avec nous, bonsoir. Bonsoir, avec plaisir, merci à vous pour l'invitation. Et la voix est un petit peu éraillée. Oui, heureusement, on va dire. On a passé un très beau week-end de Super 7 où j'ai eu la chance de coacher l'équipe et voilà, j'ai un petit peu donné de la voix pour aller chercher cette 3e place contre le Stade Toulousain. Donc, j'en paye encore les frais aujourd'hui. On va reparler du Seven dans un instant, bien sûr, parce que Vannes a bien figuré. Puis vous, j'imagine que vous avez dû vibrer fin juillet avec la médaille d'or de vos collègues settistes au Stade de France. Mais je me tourne vers Yohan quand même sur la question que j'ai posée à Philippe. Est-ce que tu vois Vannes faire l'ascenseur ou au contraire résister à cette statistique ou en tout cas cette tendance? Yohan. Non, je vois clairement résister à cette tendance parce qu'ils ont un état d'esprit qui est remarquable. Un peu comme ces Bayonnais qui étaient montés il y a 2 ou 3 ans et qui avaient réussi à rester dans les 6, 7, 8. Donc je dirais pas qu'ils vont finir à la 8e place, loin de là, mais avec l'esprit qu'ils ont, l'esprit collectif et leur état d'esprit en général avec le coach qui a donné et qui aime ce club. Je trouve qu'ils ont une réelle identité et par rapport à tout le peuple aussi qui les soutient, je pense qu'ils vont faire bien plus que résister. Ils vont poser beaucoup de problèmes et attention à l'effet de surprise contre le Stade Toulousain qui va arriver avec une préparation limite et les Vantais qui attendent de pied ferme ce match. Hein. Ouais, après, pardon, juste une seconde avant de laisser la parole à Sacha. C'est vrai que sur le papier, on sent un club qui a construit des bases très solides sur la durée, et donc il y a un effectif pour résister. La vraie question, c'est quand tu regardes les équipes qui étaient prévues pour être à la bagarre pour le maintien l'année dernière,
Perpignan, bon, Yona qui est descendu, mais Perpignan, la section, etc. Quand on voit à quel point elles ont su hausser leur niveau de jeu et les certitudes qu'elles ont acquises, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que en concurrence avec Vannes pour le maintien, tu mets qui sur le papier a vraiment des gros effectifs. Ouais, effectivement, mais ça fait partie du charme entre guillemets pour nous passionnés de rugby du top 14. Sacha, comment vous le percevez de l'intérieur justement un peu ces pronostics? Voilà, on dit ouais, Vannes c'est bien, mais ouais, on connaît la difficulté de ce championnat. Toutes les équipes sont vraiment ultra performantes et c'est très difficile d'être promu en top 14 aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que le club de Vannes n'est pas là par hasard, avait vraiment cette volonté et cette ambition de monter en top 14. Elle aura cette ambition d'y rester. On a quand même eu, je trouve, un recrutement assez cohérent avec l'apport de joueurs expérimentés. Voilà, on a Vunipola qui nous a rejoint, qui est quand même un monument du rugby. On a fait des bonnes pioches. On a recruté Francis Sailly, Salézy qui arrive de Super 15. Accompagné de tout ça par des joueurs expérimentés qui ont connu le top 14, notamment une charnière bayonnaise, anciennement bayonnaise, avec Rourou Lafage. Je pense que ça sera un véritable défi et cette saison va être vraiment palpitante et passionnante. En tout cas, je sais qu'on va se battre corps et âme pour remporter le plus de points et essayer de se sauver. Bon, on sait aussi que le top 14 c'est un sprint, un sprint marathon, hein, donc voilà, et notamment, je crois qu'il y a 9 matchs qui s'enchaînent d'entrée. Vous allez recevoir le Stade Toulousain, aller au Stade Français, recevoir le Loup, et aller à Toulon, puis ensuite au Racing et Montpellier. Voilà, ça je vous donne jusqu'à mi-octobre à peu près. Sacha, comment est-ce qu'il y a déjà entre guillemets un plan un peu, une feuille de route où on se dit bon ben là Toulouse, on vise le bonus, ensuite Lyon, il faut gagner le bonus, enfin tout ça c'est des choses sur lesquelles vous êtes projeté? On a commencé un petit peu à se projeter ça. Effectivement, c'est surtout le staff qui a vraiment des objectifs de points un petit peu répartis sur les différentes rencontres. Ce qu'on sait, c'est qu'il faudra pas perdre de points dès le début. On va affronter le Stade Toulousain qui, même avec un effectif qui sera sûrement rajeuni, reste la meilleure équipe du monde. Donc on s'attend déjà à un gros défi dimanche à la Rabine. On espère en tout cas, surtout à domicile, être poussé par notre public qui est vraiment un public complètement incroyable et le top 14 va le découvrir. On a vraiment un public qui nous pousse, qui nous soutient, peu importe les résultats, les victoires, les défaites. On a un public hyper respectueux et on s'appuiera sur ça. Ensuite, la volonté, c'est vraiment de prendre des points rapidement, de pas rester le compteur bloqué à 0. Ça pourrait déjà être terrible pour nous. Donc, on va essayer de faire un démarrage tonitruant. Voilà, ça sera dimanche soir, on le vivra bien sûr sur Sud Radio. Je me suis un petit peu emmêlé les crayons, mais c'est la rentrée. Alors voilà, la trousse n'est pas complètement encore prête. Justement, il y a une attente là. Le Morbihan est quand même une région très touristique. J'ai passé de belles semaines, Sacha. Voilà, mais est-ce que vous sentez qu'il y a une excitation particulière? Le stade, il sera complet, on est d'accord, hein? Oui, le stade, il faut pas se poser la question, il sera complet tous les week-ends, je pense, cette saison en top 14. Il y a vraiment une attente du public là depuis qu'on a repris. Voilà, les gens ne cessent de nous voir, de nous croiser. On reste une toute petite ville, donc on fonctionne un petit peu comme un village gaulois. Dès qu'on va chez le commerçant, voilà, de suite on nous parle du match et on va tout faire, voilà, pour essayer d'engranger le plus de points possible et de vendre chèrement notre peau à chaque déplacement et chaque match qu'on aura. Johan, pour Sacha Vallot, joueur du RC Vannes. Non, mais félicitations déjà pour ce week-end. On a vu que tu as donné beaucoup de voix pour battre le Stade Toulousain. J'espère qu'il n'y aura pas cet élan avec le week-end prochain aussi. Mais en tout cas, félicitations parce que vous avez une très belle équipe déjà à 7. Et bonne chance pour ce début de saison en top 14 qui s'annonce périlleux, mais vous avez une bonne communication déjà dans le club. Vous allez affronter la meilleure équipe du monde. J'entends ça depuis 3 semaines maintenant. Donc voilà, je pense que c'est une source de motivation pour vous évaluer aussi et pour relever ce défi. Je pense que vous êtes bien dans cette peau de petit poussé qui veut un peu à la Oyonnax des années 2015 avec Christophe Furios qui s'est déplacé comme ça. Donc je vous souhaite en tout cas bon courage et bonne saison parce qu'il faut en profiter. Merci Yo, c'est gentil.
affronter la meilleure équipe du monde. Après, c'est véridique. Moi, je suis formé au Stade Toulousain, donc voilà, je sais que le Stade Toulousain, peu importe le 15 qu'elle aligne, ça reste les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes. J'en ai encore fait l'expérience ce week-end avec une équipe du Stade Toulousain composée des espoirs, mais une équipe du Stade Toulousain à 7 très très forte. Et je me permets de te dire que si t'as les jambes qui ont encore du gaz et que tu veux rechausser les crampons, on a la finale de Super 7 à l'Arena. Donc si jamais t'as envie d'en faire partie, tu m'appelles, t'as mon numéro. C'est gentil, mais alors là, je serai dans le stade. Je le dis. Aux couleurs Vantes. C'est quand même moins dur de faire. C'est peut-être moins dur que le marathon, hein, Johan. Hein, c'est une bonne invitation. Vous avez pas vu, ils sont à 2000% pendant 14 minutes. Ils m'ont déjà fatigué en étant sur le canapé. Il a toujours été admiratif des setistes, Johan. Toujours. J'ai toujours entendu admiratif des joueurs de set. Ils partent à 100% et ils finissent à 100%. On voit avec Juan Imhoff, il m'a encore étonné ce week-end, mais c'est ses dernières cartouches. Fabrice, c'est coaching limité, Johan, si jamais je te ferai sortir au rentrer, t'inquiète. Voilà, c'est un bon coach, Sacha. Il l'a prouvé. Il sera capable de gérer l'effectif. Il motive très très bien ses troupes. Il a donne de la voix. On l'a entendu ce week-end. C'était incroyable. 0826 300 300 sur Sud Radio, les vraies voix du rugby. La saison qui commence et Fabrice qui nous appelle. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Alors, est-ce que toi tu vois Vannes ou pas faire déjà, on va commencer par ce premier match, cette première journée, Vannes face à Toulouse. C'est un peu le petit poussé face à l'ogre. Est-ce que tu vois les Vannetais faire mieux que résister? De toute façon, que ça soit déjà, moi je vais vous dire, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose avec le rugby à Vannes. Moi, j'ai de la famille en Bretagne. Il y a un vrai phénomène. Il y a un vrai phénomène qui se passe qui est très intéressant. Et donc c'est rafraîchissant. Après, moi, vous me demandez ça à moi. Moi, je suis supporter du Stade Toulousain. Je vais quand même pas aller jusqu'à souhaiter la victoire de Vannes. On va être franc. Mais ce qui est sûr, c'est que pour donner un peu de baume au cœur aux Vannetais, c'est que dans tous les sports, les gros, c'est au tout début qu'il faut les jouer. C'est au tout début, à partir du mois de fin octobre, début novembre, ça devient un peu plus compliqué. Les équipes sont fines prêtes, ça devient plus compliqué. S'il y a un exploit à faire, c'est maintenant. Mais moi, je dois tirer un grand coup de chapeau. C'était pas forcément gagné d'implanter le rugby de haut niveau en Bretagne, dans une terre de foot, voire de hand. Donc un grand coup de chapeau, mais bon, ça m'étonne pas. Il y a des valeurs identiques entre la Bretagne et le Sud-Ouest, donc on les accueille volontiers. Bon, c'est vrai, Sacha, il vaut mieux les prendre maintenant là, les Toulousains. Tu le vois comme ça aussi? Les Toulousains, ils sont jamais bons à prendre, mais effectivement, il y aura pas mal d'internationaux qui seront pas là. Antoine Dupont est encore en vacances. C'est de bon augure, plutôt pour nous que d'affronter le Stade Toulousain XXL qu'on connaît tous. Après, comme j'ai dit, il y a pas vraiment une bonne période pour jouer le Stade Toulousain. Bon, Fabrice, toi tu as suivi, j'imagine, le Seven cet été, ce titre olympique extraordinaire qui a fait vibrer la France entière. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Je veux dire, il y a eu une grande fierté. Une grande fierté, un rayon de soleil. Un rayon de soleil, quand je dis un rayon de soleil, c'est que le rayon de soleil, on l'a pas eu vraiment lors du Super 7 à Pau là, ce week-end, où ça s'est terminé sur les trombes d'eau. On en aurait voulu un peu plus pour l'occasion. Pour mes collègues photographes, c'était un peu plus compliqué, mais il y a un vrai phénomène. Je crois qu'il est pas près de s'arrêter. Il y a un vrai engouement, et il y a quelque chose de rafraîchissant qui fait du bien à tous. En tout cas, cette équipe, elle est montée en puissance, et puis elle nous a rendus fiers, mais d'entrée. Je vais pas dire que pour moi mes JO étaient terminés, mais j'avais ce que je voulais, quoi. J'avais ce que je voulais, et je l'ai eu avec la consécration d'un Antoine Dupont qui finalement en 2 mois a été champion d'Europe, champion de France,
champion du monde de Cévennes, on va dire, et champion olympique. Et 4 titres majeurs en 2 mois, personne n'a jamais fait ça. Ouais, voilà. c'est vrai que c'était complètement exceptionnel. Sacha, toi qui as passé, je crois, 8 ans en équipe de France de 7, est-ce que tout de suite t'as senti là au travers de cette épreuve du Super Sevens un changement depuis l'or de fin juillet, depuis l'or olympique français? Un changement, pas tant que ça, sincèrement. On n'a pas eu une grosse affluence à Mont-de-Marsan. En même temps, c'était les fêtes de Dax. À Pau, il y a eu des trompes d'eau, donc c'était compliqué. Mais en tout cas, j'espère effectivement que... La Rochelle, il y avait un peu plus de monde. À La Rochelle, c'était un petit peu mieux, ouais. Donc, j'espère que, voilà, effectivement, cette discipline va profiter du titre de champion olympique. On n'avait pas réussi à surfer assez longtemps après les JO en 2016, mais on n'avait pas fait une aussi belle performance que ce qu'ont fait les garçons là à Paris. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu des jeunes dans la catégorie espoir, par exemple à Vannes, qui étaient hyper heureux de découvrir pour la plupart cette discipline, ou en tout cas d'y jouer, qui ont pris beaucoup de plaisir. Je pense que ça va donner des vocations un petit peu aux plus jeunes. Il y a beaucoup de jeunes rugbyman qui vont se dire mais j'ai envie de faire vraiment du rugby à 7, moi spécifiquement. Et ça sera super parce que le 7 c'est hyper formateur, c'est super. Tu développes des qualités, c'est un jeu spectaculaire et en tout cas moi j'en suis un amoureux depuis très longtemps. Philippe, comment on va dire capitaliser sur l'or olympique, Philippe Spanghero C'est un vrai sujet. En image, je crois que pendant quelques semaines, quelques mois, on va pouvoir raconter une belle histoire. Le vrai sujet, c'est que, je veux pas dire de bêtises, mais je sais pas s'il y a une autre discipline olympique qu'on ne peut pas pratiquer en club exclusivement. C'est-à-dire qu'il y a un gamin qui regarde cette équipe de France et qui dit je veux faire pareil, il va dans un club, on lui dit il y a pas d'équipe à 7. Donc je crois que la fédération a pris conscience de ça, qu'il doit y avoir tout au long de la saison des périodes. Les jeunes commencent la saison. Les jeunes commencent la saison actuellement jusqu'à je crois au U18 ou au U16 par du 7. Hein. Ils vont commencer à 7, ils finiront à 7 aussi. Il y a 2 périodes dans l'année, c'est un premier pas important, mais je crois qu'il faut aller encore plus loin parce que c'est vraiment pour moi une discipline à part entière. Et je crois qu'il peut permettre de régler pas mal de problématiques futures du rugby à 15, notamment par rapport à l'appréhension des parents, sur la difficulté des chocs, sur la peur des parents par rapport à l'intégrité physique des gamins. Le 7 peut être un très bon relais de croissance pour le 15, mais il faut aller encore plus loin. Voilà. Et je crois que tant qu'on n'aura pas réglé ça de façon encore plus large, ce sera difficile de vraiment capitaliser parce qu'il y a tellement d'offres sportives à proposer aux gamins qu'un gamin qui comme ça spontanément se dit le 7 ça me plaît, j'ai envie d'en faire. Si on lui dit qu'il va en faire 5 week-ends par an, il va au hand, il va ailleurs où il peut pratiquer toute l'année. Je crois que ça c'est la prochaine étape à laquelle on ne pourra pas déroger si on veut vraiment que ce sport prenne une dimension différente. Et ça peut être vraiment la dimension planétaire de notre sport. C'est vrai, qui est un sport olympique du coup où on voit des disciplines, enfin des équipes et des pays qui pratiquent, qui ne sont pas, on va dire, imposants à 15. Sacha, c'est ça la solution, on va dire pour infuser le 7 dans la culture sportive française, c'est créer des sections de 7 dans les clubs. Wow, déjà, je rejoins complètement Philippe sur ce qu'il a dit. Je le partage entièrement. C'est le gros problème aujourd'hui du rugby à 7. Ça s'est un petit peu amélioré ces derniers temps, mais à l'époque, si on voulait faire du rugby à 7 toute l'année, il fallait être en équipe de France. Donc, on s'aperçoit de la difficulté de la chose. C'est un petit peu en train d'évoluer. Voilà, il y a le Super 7 qui apporte une vraie fraîcheur et voilà, qui est en train d'alimenter le vivier justement de cette équipe de France. On a des équipes comme Bordeaux, l'UBB 7, voilà, qu'on crée vraiment un secteur avec une équipe qui s'entraîne et qui fait des tournois toute l'année. Il faut qu'on plonge là-dedans, il faut qu'on puisse avoir un championnat parallèle au rugby à 15 avec tous les clubs pour que les jeunes puissent vraiment faire du rugby à 7. Il y a un paquet de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas envie de faire du rugby à 15 parce que trop de monde, parce que pas assez d'espace, parce que pas assez de liberté et comme disait Philippe par rapport aux parents. Moi je prends l'exemple de ma maman. Quand je suis passé au rugby à 15, elle regardait plus la télé. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de soucis avec les commotions, tout ça. Les commotions, c'est tellement rare. Moi, j'ai fait 8 ans de circuit Series A7, j'ai jamais fait une commotion.
Donc effectivement, je pense que le rugby à 7, ça doit pas être une alternative, ça doit être un choix aussi qui est fait par les jeunes. Et en tout cas, je pense que les jeunes ont envie, donc il faut que la fédération mette les moyens. Et je sais qu'elle a vraiment cette volonté-là, donc c'est top et je l'encourage à continuer. Moi, j'invite ta maman, Sacha, à écouter Sud Radio. Si elle veut pas regarder la télé, comme ça, elle peut suivre tes exploits avec Van et sans avoir peur. Voilà, je sais, puisque ma maman, moi, ne m'a jamais regardé jouer lorsque je suis, lorsque j'ai passé la catégorie senior. Fabrice, on va te remercier d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Prêt pour cette nouvelle saison. Voilà, tu repars sur les 7 matchs là dès 14h30 Aviron, Bayonnais, Perpignan, ou tu es sélectif pour cette première journée, pour cette reprise? Pour moi, le match de ce week-end, tu me demandes, c'est ça? Tu vas regarder lequel? Pour moi, écouter lequel? Non, je vais tous les regarder. Oui, c'est ça, je vais tous les regarder. Oui, je vais tous les regarder. Oui, avec intérêt. Ça, il y a aucun problème. Pour moi, l'affiche d'entrée, on peut pas. Il y a une affiche XXL, c'est l'UBB contre le Stade Français, évidemment, quoi. Pour moi, c'est d'entrée. On démarre de façon assez incroyable, quoi. Déjà, dès la première journée, il y a un choc, quoi. Je veux dire. Ouais. Mais il y en aura à toutes les journées, quoi. Il y en aura à toutes les journées. Et pour juste un dernier mot, François, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Pour moi, le Cévennes, il doit prendre un virage maintenant. Ça doit plus être un spectacle. Il faut que ça devienne un sport à part entière avec des joueurs qui soient spécifiques au Cévennes. Il faut que ça soit vraiment un sport à part entière avec. C'est bien que des gens du 15 fassent les deux, etc. Mais pour donner le coup d'envoi, pour lancer véritablement ce sport, c'est un sport à part entière. C'est des qualités différentes, c'est des choses différentes. Ça doit être un sport à part entière. Et moi, je souhaite vraiment que cette discipline se développe. Et j'étais ravi et vraiment enchanté et honoré de faire partie de la première. Eh ben, voilà. Super. Merci Fabrice d'avoir été avec nous, qui nous appelle d'Oloron, Sainte-Marie, voilà, dans le Béarn. Et on vous remercie bien sûr, et on te remercie pour ta fidélité au 0826 300 300. Sacha, bon début de saison, titulaire ou pas face à Toulouse? Tu sais déjà? Non, moi pas titulaire, je suis encore blessé au dos, c'est pour ça que j'ai coaché notamment Van sur le Super 7, mais j'espère réintégrer le groupe si ma blessure me le permet rapidement. Blessé au dos, voilà, ouais, j'ai pas révisé toutes mes fiches, mais c'était un plaisir de t'avoir avec nous en direct sur Sud Radio. Vous restez avec nous bien sûr, et tu es bienvenu si tu veux, Sacha, parce qu'on va parler de rugby fauteuil. La France termine 5e des JOP de Paris 2024. On va en parler dans un instant sur notre antenne avec le capitaine des Bleus, Jonathan Hiverna. Il est avec nous au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. 21h, François Trio. Avec UALUG, Philippe Spanghero, bien sûr, vous les passionnés de rugby, tous les lundis soirs à 20h, 21h, le débrief de l'actualité rugby. L'actualité du jour, c'était le rugby fauteuil, c'était même l'actualité de ces derniers jours. Et les Français ont terminé dans un match de classement 5e. Voilà, ils ont battu le Canada 53-50. Johan, est-ce que tu as regardé un peu le rugby fauteuil? Est-ce que tu as eu le temps de regarder cette discipline? Ou pas des JOP? J'ai regardé les Jeux Olympiques bien sûr, mais avec la rentrée ça a été compliqué, mais j'ai suivi leurs résultats et leur deuxième défaite a été cruciale, donc après ça a été compliqué de continuer à les voir. Ouais, défaite face à la Grande-Bretagne. Pour en parler avec nous, Jonathan Hiverna, le capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil du Stade Toulousain. Merci Jonathan d'être avec nous parce que le match est terminé il n'y a pas si longtemps que cela, 53-50 face au Canada. J'imagine quand même que même si vous espériez mieux, et le podium notamment, terminer sur une victoire, c'est quand même une bonne note pour votre équipe. Oui, c'est une très bonne note pour toute cette équipe de France qui avait à cœur de bien figurer sur ce tournoi paralympique. On savait qu'on avait affiché aussi des très belles prétentions avec différents aussi résultats. Donc c'est vrai qu'on a sur cette première phase été sur une petite déception. Après, ça reste du sport. Mais c'est vrai que d'avoir joué ces matchs de classement, c'est très très bien remobilisé. On a fini à une très très belle 5e place. Et synonyme aussi d'une chose, c'est qu'on est un réel groupe, une réelle équipe qui veut
aller de l'avant, qui veut aussi continuer à performer, du moins quelle que soit l'issue. Et sur les années à venir, vous pourrez compter sur l'équipe de France de rugby fauteuil. On l'a vu, il y avait du cœur dans cette équipe de rugby fauteuil. On rappelle quand même que c'est une meilleure performance qu'à Tokyo, au précédent JO. Vous étiez 6e à Tokyo, donc déjà félicitations. Philippe Spanghero, peut-être une question pour Jonathan Hiverna, capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil, donc qui vient de terminer sa compétition. Non, alors d'abord des félicitations et puis ensuite une question peut-être, c'est on voit qu'il y a de plus en plus d'initiations qui se font où quand on a la chance de venir sur un fauteuil et de faire cette initiation avec vous, on voit à quel point ça reste physique, même sur les contacts on retrouve le vrai rugby. Quels sont les leviers de développement de cette pratique? Quel est ton regard à toi par rapport à ça, en se servant justement d'un événement comme ces Jeux Olympiques et cette belle 5e place pour essayer d'éveiller des vocations? Déjà, tout le travail qui a été fait, que ce soit avant et pendant, et il y aura surtout aussi de l'après, et grâce à vous aussi, on peut totalement en parler librement. Et je pense que c'est ça l'évocation, c'est de pouvoir arriver à communiquer, à démocratiser notre mouvement, et que ces personnes-là en situation de handicap puissent aussi trouver leur place, quelle que soit finalement leur lésion, s'ils souhaitent faire du sport, que ce soit dans une dimension, tu l'as très bien dit, du loisir, en compétition, ou dans une perspective aussi également de très haut niveau. Je pense que le travail a été vraiment fait sur la communication pour pouvoir démocratiser et finalement, oui, de se mettre en fauteuil. Tu as eu, je pense, peut-être la chance d'y être, de ressentir ça. Et je pense que c'est ça, le partage, quelle que soit finalement notre situation, et même ceux qui sont aussi en bonne santé, voient que c'est du sport, mais bien plus que ça, c'est du sport de haut niveau. Et je pense que le message, il est fort, c'est pour inciter finalement les jeunes générations à avoir la curiosité de faire le pas, et que ce soit dans une optique de bien-être, mais aussi de performance. Oui. Ouais, parce que quand même vous rentrez dedans, Jonathan. Là, c'est du sérieux. Là, il y a des chocs. Vous mesurez la puissance des impacts entre guillemets. Écoutez, en fait, nous, c'est vrai que c'est notre quotidien. On s'entraîne tous les jours pour en arriver à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que nous, maintenant, on est un peu habitués, mais je pense que le regard des gens nous reflète aussi que c'est un des parasports peut-être les plus engageants et les plus spectaculaires, vraiment. Et en fait, oui, on se rate pas. C'est une des disciplines où on peut vraiment littéralement arriver à la vitesse qu'on souhaite pour mettre en échec, comme au rugby, quelqu'un le projeter en touche ou le retourner. Donc c'est vrai qu'à haut niveau, c'est assez spectaculaire. Et finalement, c'est ça. On casse une image aussi qui est peut-être aujourd'hui aux yeux des Français un peu aussi dans les esprits. Mais il y a des personnes qui ont besoin donc dans leur vie d'être accompagnées, mais il y en a d'autres aussi, ce sont des vrais athlètes, et ils cassent cette image aussi de fragilité qu'on peut avoir aussi sur ces personnes dans la situation de handicap. En tout cas, chapeau pour ces Jeux Olympiques. Voilà, j'imagine qu'il y a une petite pointe de déception, mais quand même cette 5e place, c'est une progression. Bravo. Il y a eu l'adhésion du public, il y a eu aussi l'attraction des médias. Donc merci Jonathan d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Cette émission s'achève. C'est quoi le lendemain, juste pour toi, au Stade Toulousain? Alors, ce qui va être du coup prévu, déjà là avec toute l'équipe, on va pouvoir profiter encore du village et de l'émulation de ces Jeux en allant aussi supporter donc toute la délégation paralympique, c'est parce qu'on est aussi une équipe. Et après, retour du Stade Toulousain, on va avoir la chance aussi de continuer tout le travail qui a été déjà fait toute cette année, de pouvoir concilier autant le Stade Toulousain handisport et le Stade Toulousain, parce qu'on a une convention qui nous permet d'avoir cette mutualisation de préparation de très haute performance pour les athlètes de l'équipe de France. Il y aura un championnat de France où on défendra notre titre de champion de France qu'on a pu faire cette année, mais aussi de nouvelles prétentions qu'en avril prochain, il y aura un championnat d'Europe à aller chercher et prendre notre revanche face à ces Anglais qui sont passés en demi, et qu'on ne va pas laisser le titre comme ça européen à ces Anglais. Voilà, les Anglais aussi, je crois qu'ils ont dominé vos copains du basket tout à l'heure. Ce sont bien sûr des adversaires redoutables. Merci en tout cas Jonathan Hiverna d'avoir été avec nous. On terminait cette émission avec toi et toute l'équipe Rugby Fauteuil. Félicitations également à
à Yoann Huget et Philippe Spanghero pour cette première. Merci messieurs. On se retrouve donc dès vendredi pour la Pro D2 et puis lundi prochain les Vraies Voix et dès demain aussi la suite des Vraies Voix côté foot à partir de 20h. Voilà sur Sud Radio. Tout de suite, Jacques Pessy, les clés d'une vie et on se retrouve très vite. À tout de suite.